Bonjour. 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 Vas-y. Ah, il n'y a que des messieurs. Oui, c'est ça. Alors bonjour, merci d'être là, merci d'accepter notre interview. Et donc, on voulait vous poser quelques questions déjà sur votre métier. Donc, en quoi consiste votre métier de géopoliticien? Alors, moi, je m'appelle Arthur. Moi, c'est Nouma. Et moi, c'est César. On est tous élèves au LGM Au lycée du Brésil. Je vous entends pas très bien. Hein. On va peut-être rapprocher l'ordinateur. Hop. C'est bon? C'est mieux. Là, c'est bien, oui. Bien. Oui. Donc, vous me redonnez les deux prénoms de ces deux messieurs qui se sont présentés en deuxième et troisième position, que je n'ai pas bien entendu. J'ai entendu Arthur. Moi, je m'appelle Nouma. Aïe. Il y a un problème de connexion. Alors, lui, vas-y. Je m'appelle Nouma. Alors, mais je n'ai pas entendu, oui. Nouma. N-U-M-A et César. Comme, Ah oui, c'est deux prénoms romains. C'est ça. Oh là, Alors, oh là là, ça marche pas bien. Hein. Là, vous ne nous entendez pas? Allô? Allô? Ça marche pas bien. Non, ça marche pas très bien. Là, vous ne nous entendez pas? Ben, si, mais c'est fréquemment interrompu et il y a une espèce de bruit sonore, que je ne... Il y a un bruit parasite. Ah. D'accord. On va essayer de faire avec parce qu'on n'a pas d'autre endroit. Alors, première question, en quoi consiste votre métier de géopoliticien? Comment faites-vous vos analyses et comment vérifiez-vous la validité de vos sources? Comment vous savez que des sources sont vraies ou pas? Alors, je ne suis pas un géopoliticien, hein, d'abord, que les choses soient claires. Je récuse totalement le terme de géopolitique. La géopolitique, c'est la bande dessinée de l'histoire du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est déjà une simplification de l'analyse du système international du 19e siècle. Je me considère, moi, mon métier, j'ai passé l'agrégation de sciences politiques, je suis politiste, et dans la science politique, je suis internationaliste. Mais si je croyais en la géopolitique, je ne serais pas géopoliticien, je serais géopolitologue. Mais pour moi, la géopolitique n'existe pas, ne fait pas sens. Donc, considérer que je suis un spécialiste de sciences politiques, encore appelé politiste ou politologue, avec cette spécialité de relations internationales. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à tenter d'objectiver les faits internationaux, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, objectiver les faits internationaux? C'est de les prendre comme étant des choses, on aurait dit autrefois, en tous les cas, comme étant un ensemble de phénomènes qui sont observables, qui peuvent être conceptualisés et qui peuvent ainsi déboucher sur des propositions explicatives. C'est banal, c'est le propre de toute démarche scientifique, sachant que cette démarche scientifique ne s'applique pas à de la matière, mais à des activités humaines et sociales, ce qui veut dire que ces activités sont elles-mêmes limitées par la liberté de l'acteur. Vous savez, je suis toujours très étonné d'entendre probablement des géopolitologues vous dire à la radio, à la télévision, voilà ce que veut faire Poutine, voilà ce que va faire Poutine, voilà comment ça va se terminer. Poutine est un être humain qui prend des décisions, et ces décisions, il les prend par rapport à une certaine liberté, un certain libre arbitre que l'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir si un être humain va se comporter d'une manière ou d'une autre. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est essayer de comprendre et d'analyser son comportement et les conséquences de son comportement.
Alors, analyser le comportement, c'est le comportementalisme, comme on dit, ou behavioralisme. C'est un terme très utilisé par les anglo-saxons, dont vous avez probablement entendu parler en épistémologie. Et les conséquences du comportement, eh bien, c'est ce que l'on appelle les effets systémiques. Les effets systémiques, c'est quoi? Eh bien, par exemple, si vous prenez le conflit ukrainien actuellement, c'est toutes les conséquences des stratégies déployées par les acteurs qui se font face. Alors, quel est notre travail à nous? Comprendre ces comportements, les analyser et ensuite d'en voir les conséquences et donc comprendre ce que l'on appelle dans notre métier les effets de situation. Et les effets de situation, eh bien, ils peuvent être interprétés, conceptualisés par rapport à tous les acquis théoriques, conceptuels dont nous disposons. On n'est pas né sans rien trouver dans le berceau. Il y a quantité de travaux. Vous voyez peut-être derrière moi un certain nombre de livres. Ben voilà, ces livres-là, ils ont apporté des sommes de réflexion que nous allons à notre tour mobiliser pour interpréter les comportements et les effets conséquentiels de ces comportements. Seulement, il y a un problème, c'est que le monde bouge, le monde change. Les bouquins qui sont derrière moi, ils traitaient de la crise de Cuba ou de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale ou des guerres de Napoléon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le contexte a changé. Et ça, c'est le dernier aspect de notre métier, c'est-à-dire ne pas faire ce que font 80% des analystes ou soi-disant tels, c'est-à-dire analyser ce qui se passe aujourd'hui comme si c'était la répétition de ce qui se passe hier. La guerre d'Ukraine, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. La guerre d'Ukraine, ce n'est pas le retour de la guerre froide. Ce n'est pas le retour de la puissance. Ce n'est pas le retour de la guerre. Toutes les bêtises que l'on entend généralement, c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui n'a pas de précédent parce que jamais on a vu dans l'histoire une guerre se produire, se réaliser comme elle se fait aujourd'hui dans le contexte présent, fait de mondialisation, fait d'un bloc du Sud qui est de plus en plus constitué, structuré, qui veut peser dans le jeu international. On n'a jamais eu de guerre qui, à ce point, touchait les cordes sensibles des sociétés développées à travers leur énergie, à travers leur communication, à travers leur économie, voire à travers leur monnaie. Donc, ça implique de notre part d'affiner, de transformer les concepts, peut-être d'en inventer de nouveaux. Moi, sur la guerre en Ukraine, j'ai inventé, entre guillemets, je le dis très modestement, le concept de guerre mondialisée pour le distinguer du concept de guerre mondiale. Ce n'est pas la même chose. Alors, je peux vous expliquer en quoi. Allez-y. Est-ce que vous pensez que le conflit Russie-Ukraine peut s'étendre à l'ensemble du monde et à quelles conditions? Ben, il y a bien longtemps qu'il s'est étendu à l'ensemble du monde, justement. Il faut prendre de nouvelles lunettes. En termes d'histoire, votre question fait sens, c'est-à-dire il y a deux pays qui se tapent dessus, donc on se demande quel va être le degré d'extension, exactement comme lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne en 1939 ou quand l'Autriche-Hongrie, l'Empire austro-hongrois, a déclaré la guerre à la Serbie. Bon. Et puis après, on se demandait, mais est-ce que les autres vont entrer dans le coup? Aujourd'hui, c'est différent. Du jour où il y a eu cette guerre en Ukraine, on a vu en Afrique, en Asie, en Amérique latine, des pays qui se disent, mais voilà, on est touchés. On est touchés parce que nos ressources énergétiques sont menacées, parce que nos ressources alimentaires sont menacées, parce que les engrais dont nous avons besoin pour fonctionner faire fonctionner notre agriculture ne nous arrivent pas. Bref, la mondialisation de ce conflit s'est faite de manière extrêmement rapide. Alors, on peut évidemment prendre votre question autrement, de manière peut-être plus traditionnelle, qui consiste à se dire,
Mais aujourd'hui, il y a deux belligérants que sont l'Ukraine et la Russie, plutôt la Russie et l'Ukraine, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Eh bien, est-ce que les autres États concernés et impliqués dans cette guerre vont à leur tour devenir belligérants? Ce qui pose un problème de définition du concept de belligérance. Qu'est-ce que c'est belligérant? Est-ce que c'est d'envoyer des troupes au sol dans le pays qui est attaqué, ou est-ce que c'est livrer des armes, et jusqu'à quel niveau la livraison d'armes peut être considérée comme une belligérance ou pas? Ce sont des questions qui se posent. Mais moi, ce qui me paraît important, compte tenu du nouveau contexte qui est le nôtre, c'est de constater que voilà, des mois, peut-être pas dès le 24 février, parce que ça n'a pas été sensible dès le 24 février, mais certainement dès le mois de mars, l'ensemble de la communauté internationale, entre guillemets, parce que ce terme est dangereux, attention, l'ensemble de la communauté internationale s'est senti impliquée dans ce conflit. Il est vrai, par exemple, que si vous prenez la guerre du Yémen, qui est une guerre extrêmement meurtrière, hein, on dit qu'à peu près, elle a fait déjà quelque chose comme 1,5 million de morts, n'est pas une guerre mondialisée. Parce que certes, il y a des États qui y participent, comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, mais ça ne met pas en péril l'équilibre économique de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Asie du Sud et de bien d'autres parties du monde qui, elles, sont en revanche concernées par le conflit ukrainien. Eh ben, merci beaucoup. Alors plutôt maintenant une question plutôt tournée vers l'Asie. Pensez-vous que Oui, Xi Jinping... je vous entends plus. Ah, là, vous... Allô, reprenez parce que ça s'est interrompu. Pensez-vous que Xi Jinping veut vraiment s'opposer à l'Occident et à ses valeurs à travers la militarisation toujours plus importante de la Chine? Alors, il faut faire très attention à chaque mot. Hein. D'abord, définissez-moi ce que c'est que l'Occident. L'Occident, ça va être tous les pays de l'Union européenne. Ah oui, donc les États-Unis ne sont pas des Occidentaux. Non. Ah tiens, ah bon. Donc les Britanniques ne sont pas des Occidentaux. Si. Les Suisses ne sont pas des Occidentaux. Aussi. Alors on va définir plutôt les États de l'Occident. Alors marche arrière, reprenez. Alors les États de l'Occident, c'est plutôt les États de l'Ouest par rapport à l'Asie. De l'Ouest de quoi? Vous savez que la Terre est ronde? De l'Ouest de l'Asie, par rapport à l'Ouest de l'Asie, qui aurait à peu près la même idéologie politique. La même idéologie politique. C'est-à-dire, dans ce cas-là, par exemple, l'Inde est un pays occidental? C'est une démocratie à l'occidentale. Eh ben, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me donner la réponse alors. Ben, si je vous ai un peu embêté avec ça, c'est exprès, c'est pour vous montrer que la notion d'Occident est une notion que l'on utilise, que d'ailleurs j'utilise, mais je vais vous dire dans quel sens dans un instant, mais dont on n'est pas très sûr de ce à quoi il renvoie. L'Occident a eu 5 incarnations dans l'histoire. Première incarnation, c'est, disons, le monde romain et du monde romain, le monde de la chrétienté. C'est ce qu'on appelait l'Empire romain d'Occident. Vous vous rappelez, l'Empire romain d'Occident contre l'Empire romain d'Orient. Auquel cas, des pays comme la Bulgarie, qui font partie de l'Union européenne, faisaient partie de l'Empire romain d'Orient. Hein, attention. Bon. Même si la Bulgarie n'existait pas comme telle, mais en tous les cas, cette région faisait partie de l'Empire romain d'Orient. Deuxième incarnation de l'Occident, ça a été au moment de la Renaissance et jusqu'au XVIIIe, les Lumières, la raison, une définition philosophique. Troisième définition, au XIXe siècle, l'Occident, c'était cette force
qui entendait, à travers la colonisation, éduquer le monde. C'est ce que un monsieur que je tiens pour très contestable et qui s'appelle Jules Ferry appelait l'obligation des races supérieures d'éduquer les races inférieures. C'est une définition raciale de la politique mondiale. Quatrième définition, c'est sous la guerre froide. L'Occident, c'est ce qui faisait face au bloc totalitaire soviétique. Et cinquième définition, c'est après la chute du mur, l'Occident qui recherche des ennemis pour exister. Et c'est à ça que je veux vous amener, c'est-à-dire l'Occident n'existe que contre d'autres. Et les premiers que l'on a essayé d'opposer à soi, ça a été dans les années 90 la Chine, puisqu'il n'y a plus d'URSS, on n'a qu'à se faire la Chine. Voilà. Et c'est ce que la Chine n'a pas voulu. À l'époque, la Chine n'avait qu'une obsession, c'était l'époque Deng Xiaoping, n'avait qu'une obsession qui était d'entrer dans la mondialisation et dans l'OMC. On n'a pas accepté. Alors, on s'est tourné vers l'islam. L'islam, ça, c'est bon pour nous distinguer. C'est-à-dire, l'islam est un islam présenté comme violent et terroriste. C'était ce qui faisait l'unité de l'Occident. Donc, vous voyez ce qui est intéressant, et c'est ce vers quoi je veux vous amener. L'Occident, ce n'est ni une construction culturelle, ni une construction géographique. C'est pour ça que je ne crois pas en la géopolitique. C'est une construction politique et qui se pérennise à travers une formule qui s'appelle l'Alliance Atlantique et l'OTAN. L'OTAN donne un concret à l'Occident. Alors maintenant, face à cela, la Chine. Qu'est-ce qui caractérise la Chine? Faire très attention. La Chine est un pays qui n'appartenait pas à l'ancien monde. L'ancien monde, c'est l'ancien système international, celui qui a organisé le monde pendant des siècles et des siècles et qui était centré sur l'Europe. À l'époque, la Chine était marginalisée, oubliée et presque colonisée. Jamais colonisée, mais dominée par ce que l'on appelait en histoire les traités inégaux qui soumettaient de fait la Chine à l'Occident. Et donc, lorsque les cartes ont été redistribuées avec la chute du mur de Berlin, la Chine a eu un jeu très clair, c'est de profiter plus que les autres de la mondialisation. Et la Chine a joué à fond la carte de la mondialisation jusqu'à ce projet dont vous avez entendu parler, il s'appelle la route de la soie, le projet OBOR, One Belt, One Road, ou projet de la route de la soie, qui consistait à chercher à dominer le monde en profitant au maximum des avantages que représentait pour elle la mondialisation. D'accord? Et ça, c'est la stratégie actuelle qui a été commencée par Deng Xiaoping, initiée par Deng Xiaoping, puis par ses successeurs, Jiang Zemin, Hu Jintao, et maintenant sur un mode plus autoritaire et plus ambitieux encore avec Xi Jinping. Mais l'idée est double, qui me permet de répondre enfin directement à votre question. Premièrement, les Chinois ont compris, les dirigeants chinois, depuis le plus grand d'entre eux qui était le premier ministre de Mao Tse-tung, Zhou Enlai, c'est un nom que vous devez absolument connaître. Depuis Zhou Enlai, les dirigeants chinois comprennent que la bonne manière de tirer le maximum d'avantages de la mondialisation, c'était de ne pas faire la guerre à l'Occident, justement. C'est-à-dire de ne pas tomber dans ce piège des blocs. Parce qu'à partir de ce moment-là, la guerre, c'est le grand raisonnement de Zhou Enlai, est quelque chose d'extrêmement coûteux. Donc, au moment où cette économie chinoise tente à se développer, ce serait la ruiner immédiatement. C'est la raison pour laquelle la Chine essaye de se tenir à l'écart des principaux conflits, conflits afghans, les conflits du Moyen-Orient, les conflits en Afrique, etc. Et le deuxième élément qui est très important, c'est que si la Chine joue la carte de la mondialisation, ça veut dire qu'elle a besoin d'une économie mondiale stable et prospère. Parce que si l'économie mondiale s'effondre, personne ne lui achètera rien. Si on ne lui achète rien, ce pays qui a réussi sa mutation économique grâce aux exportations s'effondrera. Donc, effectivement, la Chine est très différente de la Russie de ce point de vue-là.
la Russie de Poutine, en tous les cas, explicite de manière tout à fait directe qu'effectivement, elle considère l'Occident comme son ennemi, comme son adversaire, et que si besoin est, il faudra contenir cet Occident, voire le combattre. C'est ce qui crée cette tension internationale que nous connaissons en ce moment. Ce n'est pas du tout le jeu de la Chine. Et c'est la raison pour laquelle TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, etc. ont tort de nous dire tous les jours, avec une simplification outrancière qui fait penser à la géopolitique, justement, que la Chine et la Russie sont alliés. Ils ne sont pas alliés. La Chine, voyant la guerre se développer entre l'Ukraine et la Russie, se frotte les mains en disant deux de nos rivaux, les Occidentaux et les Russes, se tapent dessus, ils vont s'affaiblir, c'est bon pour nous. Et puis ensuite, ils arrêtent de se frotter les mains en disant oui, mais si ce conflit devient trop grave, trop brutal, trop violent, c'est tout l'espoir de bénéficier, de profiter de cette économie mondiale qui s'effondrera, et donc ce n'est pas dans notre intérêt. Donc la Chine n'est pas plus l'allié de la Russie que les poules n'ont des dents. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question pour vous. Est-ce que la Russie et la Chine pourraient détrôner les États-Unis, qui a été les... Allô? Allô, allô? Oui, je n'ai pas entendu la question, Pardon. Ça a été à nouveau haché. Je refais. Est-ce que la Russie et la Chine pourraient détrôner les États-Unis, qui a été... À nouveau coupé, recommencer. Est-ce que la Russie et la Chine, quoi donc? Est-ce que la Russie et la Chine pourraient détrôner les États-Unis, qui a été les leaders... Alors c'est à nouveau coupé, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait des États-Unis. Est-ce que la Russie et la Chine peuvent détrôner les États-Unis? Oui, c'est ça. Allô? Oui. Bon. D'abord, permettez-moi de vous dire, et ne m'en veuillez pas, que la question ne fait pas sens. D'abord, il n'y a pas de trône en relations internationales. J'ai publié un livre en 2019 qui s'appelle « L'hégémonie contestée », dans lequel j'ai expliqué que dans un contexte de mondialisation, l'hégémonie n'était pas possible. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise la mondialisation, c'est l'interdépendance. Si vous êtes interdépendant, vous n'êtes pas dominant. Regardez tous ces pays qui sont très puissants, mais ultra dépendants en matière énergétique. Vous ne pouvez pas les tenir pour hégémoniques. Les États-Unis n'ont pas chez eux toutes les ressources nécessaires à s'émanciper du contrôle, de la tutelle ou de la dépendance de tel ou tel autre pays. Donc, l'hégémonie en contexte de mondialisation, ça n'existe pas. Exister, c'est une hégémonie militaire au temps de la conquête ou au temps de la colonisation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hégémonie. Deuxièmement, Chou En-lai, à qui je me référais tout à l'heure, avait dit dès la fin des années 60, en pleine guerre du Vietnam, quel intérêt aurait la Chine d'être hégémonique? Regardez, les États-Unis veulent être hégémoniques, ça leur coûte très cher et ça ne leur apporte rien. C'est le contraire du loto. Le loto, ça ne coûte pas cher et ça rapporte beaucoup, mais l'hégémonie, ça coûte très cher et ça ne rapporte rien. Bon, et d'ailleurs, vous voyez bien comment les États-Unis se retirent de à peu près toutes les places fortes qu'ils occupaient ou qu'ils voulaient conquérir. Donc, le jeu de la Chine n'est pas de supplanter les États-Unis. Le jeu de la Chine est beaucoup plus subtil. Le jeu de la Chine consiste à pouvoir construire sa puissance sur la satisfaction de ses besoins et sur l'obligation faite aux autres de tenir compte de ses propres besoins.
Quand vous pensez à la Chine, pensez toujours à l'humiliation. La Chine est un pays qui a été profondément humilié. C'est peut-être le pays au monde qui a le plus souffert d'humiliation, enfin qui l'a plus ressenti. Et cette humiliation, ça a été le 19e siècle, avec la guerre de l'opium, dont vous avez probablement entendu parler, et toute la première partie du 20e siècle, notamment à l'époque face au Japon. La Chine ne veut pas vivre un nouveau cycle d'humiliation. Et donc, elle veut imposer ses propres normes, mais imposer ses propres normes, ce n'est pas de l'hégémonie, c'est de dire il va falloir que vous teniez compte de nos besoins, de nos intérêts, et tout ceci, effectivement, conduit à redéfinir un ordre mondial qui devient extrêmement complexe, extrêmement précaire dans ce qui forge sa stabilité, mais qui n'aboutit pas à remplacer l'hégémone. D'ailleurs, si vous regardez bien, les États-Unis n'ont jamais été en position hégémonique. Le pic de la puissance des États-Unis, ça a été la guerre froide, et il fallait qu'ils partagent l'hégémonie avec l'URSS à l'époque. C'était une sorte de cogestion du monde. La Chine sait cela. La Chine sait qu'elle ne pourra pas régenter l'ensemble du monde, mais elle peut peser de plus en plus fort, et c'est là effectivement son but, dans l'organisation et le fonctionnement du monde. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce jeu soit un jeu sympathique ni pacifique, pour deux raisons. La première, c'est que si la Chine ne cherche pas une position hégémonique sur le plan mondial, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, elle recherche en revanche une position hégémonique sur le plan régional. D'où effectivement ces tensions en mer de Chine dont vous avez entendu parler, d'où effectivement l'affaire de Taïwan, qui est une affaire dangereuse, d'où aussi cette, je dirais, cette conception extrêmement autoritaire opposée aux minorités tibétaines, ouïghours, vous avez entendu parler de ça, à Hong Kong, etc. Donc ça, c'est la résurgence impériale. Ça n'a rien à voir avec le jeu mondial de la Chine, c'est effectivement la posture impériale dans une partie du monde. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la pénétration choisie par la Chine, qui est de nature économique, beaucoup plus que politique, économique, commerciale, si vous voulez, demain peut-être financière, c'est très intéressant à suivre, n'est pas forcément du goût de tout le monde et suscite en Afrique des débuts de rejet, de tensions, de violence. Il y a des ingénieurs chinois qui ont été tués par des ouvriers africains qui en avaient assez d'être asservis. Donc tout ça est un jeu très complexe, mais qui ne doit pas être simplifié au point d'être présenté comme étant, à la façon de M. Graham Allison et de son complexe de Thucydide, comme étant un cycle de l'histoire. Non, dans la mondialisation, l'hégémonie se trouve contenue par les processus d'interdépendance et par la dynamique des sociétés. Mais encore une fois, ça n'empêche pas des pratiques de domination telles celles que je viens d'énumérer. D'accord, juste une petite question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que ça voulait dire, hégémonie. Est-ce que vous pouvez le définir, s'il vous plaît? Pardon, à nouveau, on a été. Il y a un gros problème de son. Hein. Si vous m'entendez comme moi, je vous entends, vous ne m'avez pas entendu du tout. Non, non. On vous entend très bien. Ah bon, bah alors c'est bizarre. Je ne suis pas sûr. Pardon? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que voulait dire hégémonie. Alors, ça, c'est un concept très important. L'hégémonie, c'est la construction d'un leadership d'un État sur les autres États et qui est favorisé par une demande expresse de tutelle et de leadership par ceux qui sont en situation d'être dominés. Le concept d'hégémonie renvoie à Thucydide. Thucydide
analysant la fameuse Ligue de Délos, que vous avez en principe étudiée en histoire de l'Antiquité, nous explique comment cette Ligue de Délos, pour fonctionner de manière efficace, avait besoin d'un chef, avait besoin d'un leader, et donc les cités grecques, pas toutes, mais celles qui s'étaient liguées, justement, ont demandé à Athènes d'assurer ce rôle. Et la comparaison a été faite, d'ailleurs de manière pertinente, avec la situation d'après 1945 en Europe, face à la menace soviétique. La Ligue de Délos, c'était l'OTAN qui a été créée en 1949, et cette demande des pays européens de protection américaine, exactement états-unienne. Et c'est ainsi qu'on a parlé d'une hégémonie américaine, mais vous constatez qu'à travers l'OTAN, l'hégémonie américaine, même si elle s'est étendue à d'autres pays dits de la périphérie, n'englobait pas l'ensemble de l'Europe, puisque, bien entendu, ni l'URSS ni ses satellites étaient sous hégémonie américaine. En revanche, ce qu'on appelait les démocraties populaires, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, par exemple, eux étaient, la République démocratique allemande, sous hégémonie soviétique. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous entendra à la conférence dans quelques minutes. Très bien, avec plaisir. Et j'ai été très content de dialoguer avec vous, mais malheureusement un peu frustré par le fait que je ne vous entendais pas très bien.